Donc je vais parler de ton et de structure prosodique en Paichi. Pour quiconque connaît un peu la bibliographie de Jean-Claude Rivière, qui nous a été un peu rappelé ce matin, c'est presque le titre d'un de ses articles, de son article de 1974, et vous verrez qu'effectivement c'est un travail en continuation avec cet article. Donc le Paichi, pour le resituer, est une des 5 langues tonales de Nouvelle-Calédonie, dont on a entendu parler ce matin, avec le Tiamuhi, le Njumbea, le Noumé et le Kwenyi, parlé au centre de la Grande Terre, dans cette région orange, dans l'ère coutumière Paichi-Tiamuhi. Et le système tonal du Paichi a été décrit par Jean-Claude Rivière dans un article de 1974. Il y avait eu très peu de travaux, en particulier de travaux publiés sur le Paichi avant ce travail, en particulier sur la phonologie et sur les tons. Et c'est l'article qui fait date dans l'étude de la tonologie du Paichi. Ce que je voudrais faire dans cette présentation aujourd'hui, c'est de montrer que le système des tons du Paichi, dans la description qu'en a faite Rivière, se révèle particulièrement intéressant pour la théorie phonologique, y compris pour des débats relativement récents et des débats modernes. Et en particulier pour ce qui concerne la phonologie prosodique et la théorie de la hiérarchie prosodique, dont je vais parler un petit peu. Et je voudrais aussi que cette présentation soit un hommage à Jean-Claude Rivière, que je n'ai pas eu le bonheur de connaître, puisque j'ai commencé à travailler sur le Paichi 2 semaines seulement avant son décès, mais dont j'ai fréquenté les publications abondamment et pour qui j'ai développé un profond respect intellectuel pour un travail que je trouve impeccable. Et donc je voudrais en particulier souligner que son travail pionnier est toujours valide et peut toujours être utilisé pour peser dans des débats théoriques phonologiques contemporains, et que de nombreuses intuitions qu'il développe dans son article et dans quelques articles suivants ont en fait anticipé d'importants développements en phonologie théorique, en particulier en phonologie prosodique. La grande question, en fait, à laquelle je vais m'attacher pendant cette présentation, c'est la suivante. Existe-t-il une structure prosodique abstraite qui soit indépendante de la structure morphosyntaxique ? De nombreux chercheurs ont répondu par l'affirmative en développant une théorie de la structure prosodique abstraite en question, mais beaucoup de linguistes ont aussi remis en question l'existence de cette structure prosodique en disant qu'on pouvait rendre compte des données linguistiques, des données prosodiques en particulier, en utilisant la structure morphosyntaxique et d'autres règles et contraintes, sans avoir besoin d'avoir recours à une structure prosodique indépendante. Et quand on regarde le système des tons du Paichi dans la description qu'en a fait Jean-Claude Rivière, on ne peut que peser très fortement en faveur d'une réponse positive à cette question. Il existe bel et bien une structure prosodique abstraite indépendante de la structure morphosyntaxique. Il y a une deuxième question qui est secondaire mais qui est liée à la première, qui est une autre question toujours en débat en phonologie. Une fois qu'on accepte la structure prosodique abstraite, existe-t-il un constituant prosodique qu'on appelle le colon qui est fait de 2 pieds? A-t-on besoin de ce constituant ou n'en a-t-on pas besoin? Il a été proposé dans les années 70-80 en particulier et rejeté par la suite par la plupart des linguistes travaillant en phonologie prosodique. En regardant le système des tons du Paichi, on peut là aussi répondre par l'affirmative en disant ce constituant existe et est utile pour l'analyse en particulier du système tonal du Paichi. Donc cette hiérarchie prosodique dont on va beaucoup parler dans cette présentation, je vous la présente brièvement. C'est en fait une façon de grouper les unités phoniques des mots en des groupes de plus en plus grands, groupés de manière binaire. Donc on commence par le niveau le plus bas qui est la mort. En Paichi, la mort, ce sont des voyelles. Chaque voyelle compte pour une mort. Dans de nombreuses langues, on regroupe les morts en syllabes, et ça permet de faire des distinctions entre syllabes lourdes et syllabes légères. La syllabe ne joue aucun rôle dans la tonologie du Paichi. Je n'ai pas l'impression qu'elle joue un grand rôle dans la phonologie du Paichi en général, donc en particulier pour les tons, on va ignorer l'étape de la syllabe et passer directement à l'étape suivante, qui est celle du pied phonologique. On peut donc grouper les morts par groupe de 2, et ces groupes de 2 sont, dans la terminologie phonologique contemporaine, des pieds. Donc si on a un mot de 5 morts par exemple, on se retrouve avec la possibilité de former 2 pieds bimoraïques. Ces pieds peuvent ensuite être groupés en un autre constituant binaire constitué de 2 pieds, qui est le colon, et nous verrons qu'il y a des arguments dans le Paichi pour l'existence de ce colon. Et enfin, la dernière étape, c'est le mot prosodique qui inclut toutes les morts du mot, y compris les morts qui n'avaient pas été au préalable mises en pied ou mises en colon, comme la 5e mort à la fin de ce mot, par exemple. Donc je vais présenter les arguments en faveur de tous ces niveaux
La hiérarchie prosodique continue au-delà du mot prosodique ensuite, mais ces constituants plus élevés ne nous intéressent pas pour le système tonal du Paichi. Et je vais donc parler d'abord de la mort, puis du pied, puis du côlon, puis du mot prosodique, montrer le rôle que ces constituants jouent en Paichi et ce que le Paichi a à nous apprendre sur les propriétés conceptuelles et les propriétés typologiques de ces différents constituants. En me fondant essentiellement sur les données de Jean-Claude Rivière, sur son article de 1974, sur aussi son dictionnaire de 1983, dans lequel j'ai pioché pas mal de mots. Également, quelques exemples seront pris des Filles du Rocher Athée, la collection de textes publiés par Alban Bensa et Jean-Claude Rivière en 1994. J'ai pu confirmer l'essentiel de l'analyse de Rivière et collecter quelques données additionnelles à Chamba il y a à peu près 2 ans avec l'aide d'Hélène Limbay, que je remercie chaleureusement à cette occasion. Et d'ailleurs, toutes les illustrations audio qu'on va entendre sont d'Hélène Limbay, qui est originaire de Chamba en région Paichi. Or donc, commençons par le commencement, l'inventaire tonal, combien y a-t-il de tons en Paichi, et ensuite, quel rôle joue la mort en Paichi. Dans son article de 1974, Rivière décrit le Paichi comme une langue à 3 tons, haut, moyen et bas. Mais quand on lit bien la description qu'il en fait, et quand on lit les remarques sur le Paichi qu'il inclut dans ses articles successifs sur le Hanakyu, les langues tonales du sud de la Calédonie, et sur la tonogélèse en 1993, on se rend compte que la plupart de ces tons bas sont en réalité dérivés, ce ne sont pas des tons intrinsèques, des tons dérivés à travers ce qu'on appelle en anglais un downstep, c'est-à-dire un abaissement de registre, et que, pour le citer, les quelques tons bas attestés sur morphème bref, qui ne sont pas dérivés à travers ce phénomène que nous allons voir dans une seconde, sont explicables par des faits de morphologie prosodique. Autrement dit, le ton bas est systématiquement un ton dérivé, d'une certaine manière. Donc, la réanalyse à partir de ces remarques piochées dans les publications de Rivière invite en fait à une réanalyse en termes d'un système à 2 tons primordiaux, le ton haut et le ton bas, et l'existence d'un abaissement de registre qui ne cible que le ton bas. Et donc c'est ce système-là que je vais utiliser, qui n'est pas vraiment une réanalyse complète, mais simplement mener à son terme logique une analyse qu'avait commencé Jean-Claude Rivière dans les années 70. Et la mort dans tout ça, Jean-Claude Rivière montre très clairement que l'unité porteuse de tons, c'est-à-dire ce à quoi les tons sont associés en Paichi, c'est la mort, et pas la syllabe. Pour le citer encore une fois, le Paichi est la seule langue tonale calédonienne qui compte les morts, et elle le fait avec une extrême précision. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les traditions poétiques Paichi, les poèmes épiques Tenon sont des poèmes qui sont composés de vers faits de 8 morts. Donc la poésie Paichi compte les morts et ne compte pas les syllabes. Donc la mort joue un rôle primordial dans la phonologie et dans la tonologie du Paichi. Voilà pour la mort. Maintenant, parlons du pied, le pied bimoraïque. Quelle preuve a-t-on que c'est une catégorie qui est utile dans l'analyse de la phonologie du Paichi? Eh bien, la preuve, c'est cet abaissement du registre dont je parlais un instant avant. Donc, nous avons 2 tons essentiellement, le ton haut et le ton bas. Les tons hauts sont extrêmement stables en Paichi. Un mot à ton haut garde ses tons. Ils sont toujours réalisés comme des tons hauts. Les tons hauts sont inintéressants, d'une certaine manière, ils sont inertes. Le ton bas, au contraire, les tons bas sont ciblés par 2 processus tonologiques que sont l'abaissement automatique de registre, que nous allons voir tout de suite, et un phénomène de propagation du ton haut qu'on va mentionner dans la section suivante. Commençons donc par cet abaissement de registre, ce qui nous permettra d'illustrer l'analyse, la réanalyse tonale que j'ai proposée plus tôt. Si on prend les mots, les items lexicaux, noms ou verbes, à ton bas, la plupart des mots en Paichi sont monotones. Ils sont soit tous à ton haut, soit tous à ton bas. Entre 1 et 3 morts, le ton bas est réalisé de manière monotone, c'est-à-dire que vous avez la même hauteur tonale du début à la fin du mot. À partir de 4 morts, vous avez un abaissement du registre qui frappe la 3e mort et toutes les morts suivantes. Donc le mot pour kagu, par exemple, ne se prononce pas aoko, mais ko. Encore une fois. Aoko. Aoko. On entend très clairement l'abaissement sur les 2 dernières morts. Même chose pour le mot pour vent, qui a 5 morts. Ce n'est pas puretot, mais puretot. On entend très clairement, à partir de la 3e mort, un abaissement du registre. Et cet abaissement du registre est effectivement un abaissement du registre et pas un ton inférieur, parce que tous les tons bas suivants sont réalisés sur la même note abaissée, comme on le voit ici avec la phrase « il est arrivé sur le rivage » ou « il est né sur le rivage ».
qui se prononce pas Eteapanambrawia, mais Eteapanambrawia. Vous avez deux chutes de registres successives, on verra exactement comment on les explique, mais à partir du moment où vous avez une chute ici, tous les tombas suivants ne sont pas prononcés aussi haut que le tomba précédent, mais aussi bas que celui-ci, ce qui est la caractéristique fondamentale d'un abaissement de registre en réalité. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec cet abaissement de registre? Les deux questions qui sont liées et qui sont ici. Pourquoi est-ce qu'on a un abaissement après la seconde mort et pas la première ou la troisième? Et puis pourquoi faut-il avoir au moins 4 morts pour que cet abaissement advienne? La première hypothèse, qui peut paraître expliquer tout, c'est qu'on a en fait un abaissement de registre qui est conditionné par l'existence de deux pieds bimoraïques. À partir du moment où vous pouvez former deux pieds, vous avez en fait un abaissement entre ces deux pieds. Et c'est quelque chose qui expliquerait effectivement pourquoi on n'en a pas jusqu'à 3 morts. Il n'y a pas suffisamment de matériel pour faire 2 pieds. À partir du moment où vous pouvez faire 2 pieds, vous pouvez appliquer votre règle entre 2 pieds à tomba. Quand 2 pieds à tomba sont juxtaposés, le deuxième est prononcé plus bas. Ce qui en plus correspond à une règle de dissimulation phonologique, qui est donc l'application du principe de contour obligatoire, qui est un principe qu'on retrouve dans de très nombreuses langues pour de très nombreux phénomènes phonologiques. Donc c'est quelque chose qui typologiquement n'est pas trop étonnant. Donc jusqu'à présent, une analyse simple qui paraît fonctionner, mais qui ne fonctionne pas. Et qui ne fonctionne pas, comme on le voit, grâce en fait à une règle de propagation du ton haut, que l'on va voir tout de suite, et qui complique la donne de manière significative. Donc, voyons voir ce que c'est que cette règle de propagation du ton haut, et on va voir que cette règle de propagation du ton haut peut servir d'argument pour l'existence du colon. Donc on a vu que le pied phonologique peut être utile, qui n'est pas suffisant. Voyons voir maintenant ce que cette propagation du ton haut a à nous apprendre. Alors je vais être très rapide sur l'analyse des contextes où ce ton haut apparaît. Donc dans certaines configurations, vous avez une tête et un dépendant. Ça peut être une construction génitive, un marqueur aspectuel suivi d'un verbe, un préfixe dérivationnel suivi d'un verbe ou d'un nom, d'autres constructions également. Si la tête est monomoraïque à tomba, donc de cette forme CV tomba, et que le dépendant est également à tomba, alors vous avez un ton haut de jonction qui est inséré entre les deux marqueurs et qui est réalisé à l'initiale du dépendant. Donc le dépendant qui devrait être à tomba est en fait réalisé avec un ton haut au tout début, et puis vous retrouvez le tomba juste après. Ce que j'appelle tête ici, c'est ce que Rivière appelait des proclitiques. Et ces proclitiques, à l'inverse des enclitiques tonales dont on va parler tout à l'heure, ne se comportent pas vraiment comme des clitiques en Paichi, d'où, je pense, la nécessité d'une réanalyse. Celle-ci est très très préliminaire et il faudrait en savoir beaucoup plus sur la morphosyntaxe du Paichi pour savoir exactement ce qui se passe. Mais il est surtout important pour nous aujourd'hui de se concentrer sur l'aspect phonologique de la chose, qui a été très très bien décrit par Rivière, et c'est donc de ça essentiellement qu'on va parler. Voici un exemple où vous n'avez pas ce ton haut. Vous avez ici le début d'une phrase transitive, ils boivent quelque chose, avec un sujet, un marqueur sujet à tomba et un verbe à tomba qui se prononce sur un tomba étal, comme vous pouvez vous en rendre compte tout de suite. Rawanto, Rawando, pas de changement de ton ici. Si vous rajoutez le préfixe pi à tomba, qui est le préfixe du moyen au verbe wanto, vous obtenez cette phrase, ils sont en train de boire, qui se prononce comme suit. Rabionto, Rapiwando. Vous avez très clairement un ton haut tout d'un coup sur la première syllabe de ce verbe qui autrement est à tomba. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Jusqu'à présent, ça ne nous dit pas grand-chose sur les pieds et les colons. C'est parce qu'on retrouve le critère des 4 morts, encore une fois, avec ce ton haut. Il est réalisé sur la première mort et la première mort seulement du dépendant si vous avez entre 1 et 3 morts. Mais dès que vous avez 4 morts, il est réalisé sur les 2 premières morts. Comme vous pouvez l'entendre avec ce dernier exemple, remboursé. Vitoni, où le ton haut se propage sur la deuxième mort cette fois-ci. Et ce que cela nous montre, c'est que le ton haut de jonction est réalisé sur le pied initial, dans ce cas-là, et s'il n'y a pas de pied, sur la mort initiale. À défaut de pied, réalisez-le que sur la mort initiale. Et ce que ça nous dit d'intéressant, c'est que notre hypothèse précédente fait des prédictions qui sont incorrectes. Elle prédit en particulier qu'on a un pied ici et un pied ici, et qu'on devrait avoir normalement propagation du ton haut sur la deuxième mort, ce qui n'est pas le cas. Sur les mots de 2 à 3 morts, on a le ton haut réalisé sur la première mort seulement et pas sur le premier pied. Autrement dit, ici on a un pied, ici on n'a pas de pied. On peut utiliser la réalisation de ce ton haut comme un diagnostic de présence d'un pied. Il n'y a pas de pied ici, il y a un pied ici. Donc il nous faut au moins 4 morts pour avoir un pied, y compris ce pied-là qui n'en contient que 2.
Ce qui est intéressant, il faut pouvoir faire 2 pieds pour pouvoir faire au moins un pied. Vous pouvez faire 2 pieds ou rien. Si vous n'avez pas de quoi faire 2 pieds, vous ne faites pas de pied du tout. C'est un peu l'idée qu'on a ici. Comment rendre compte de cette condition un peu étrange? L'hypothèse que je propose, c'est de dire qu'en fait, le Paichi ne veut pas construire des pieds, il veut construire des colons. Donc vous ne pouvez construire un pied que si vous pouvez en fait construire un colon. Effectivement, à 2 et 3 morts, vous n'avez pas assez de matériel pour construire votre colon, donc pas de pied. À partir de 4 morts, tout va bien. Et donc, notre hypothèse, on peut la reformuler et dire, en fait, on a abaissement automatique du registre entre 2 pieds à ton bas, dissimulation, principe du contour obligatoire, et il faut savoir que les pieds doivent faire partie d'un colon. Condition supplémentaire. Et ça rend compte de l'abaissement du ton bas, et ça rend compte de la réalisation du ton haut de jonction. Donc on a ici la fonction du pied et la fonction du colon qui sont justifiées et qui rendent compte des données qu'on a vues jusqu'à présent. Donc on a besoin de la mort, on a besoin du pied et on a besoin du colon. Passons donc au niveau supérieur. A-t-on besoin du mot prosodique et a-t-on des arguments en Paichi pour le mot prosodique comme un domaine phonologique? Ce que j'appelle mot prosodique en utilisant une terminologie postérieure à l'article de Rivière, c'est ce que Rivière appelait groupe prosodique. Et ces groupes prosodiques, ces mots prosodiques sont constitués de ce que Rivière appelait un centre tonal, c'est-à-dire un item lexical avec ton propre, le nom au verbe, suivi de tous les enclitiques tonales qui, en général, sont des mots fonctionnels et qui n'ont pas leur ton propre. Et on va voir que le mot prosodique est le domaine d'application de 3 règles et contraintes. Je ne parlerai pas de la troisième parce que je n'aurai pas le temps. C'est un domaine de propagation du ton et c'est un domaine d'application, le domaine d'application de la règle d'abaissement du registre que nous venons de voir. Alors, domaine de propagation du ton, si ça marche. C'est très simple. Vous avez ici, dans cette phrase, tirée de Bensin et Rivière 94, elles font halte à Paolo, quelque chose comme littéralement, elles deux se mettent vers ici à l'horizontale à Paolo. Vous avez une suite d'un centre tonal avec ses tons propres et de tout un tas de mots fonctionnels sans ton qui récupèrent leur ton par propagation du ton haut du centre tonal. Voilà. Donc tout ça est réalisé avec un ton haut et tout ça constitue le mot prosodique. C'est un domaine de propagation du ton, c'est le domaine maintenant, comme on va le voir, d'application de l'abaissement de registre. Et ça, on peut le voir avec l'exemple suivant. On a ici une autre phrase tirée du recueil de texte. Elle passe le col, elle franchit en bas vers ici le col, où vous voyez encore un centre tonal suivi d'enclitique. Donc on applique la règle qu'on vient de voir, propagation du ton bas du centre tonal, réalisation de ces enclitiques à ton bas, et tout à coup, vous vous rendez compte que ce n'est pas réalisé avec un ton bas égal du début à la fin, mais vous avez notre cher abaissement de registre après la deuxième mort, donc exactement ce que nous avons vu plus tôt. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'ici, pour avoir vos 4 morts, votre colon et vos 2 pieds, vous êtes obligé de prendre cette mort-là en compte qui ne fait pas partie du centre tonal. Autrement dit, le domaine d'application de cette règle d'abaissement n'est pas le centre tonal, n'est pas le mot, mais le mot prosodique. C'est-à-dire qu'il faut prendre toute la suite des enclitiques comme étant le domaine d'application de cette règle, qui est là, pour le coup, je pense, une preuve décisive que cette affaire-là est un constituant reconnu dans la langue, puisqu'il y a une règle phonologique claire qui fait référence à ce constituant. Oui, bon, ça c'est ce que je viens de dire, très bien. Ok, donc on a la mort, le pied, merci. La mort, le pied, le colon, le mot prosodique, qui ont tous leur rôle à jouer. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que je vous ai dit au début, c'est que la grande question, c'était existe-t-il une structure prosodique abstraite? Bon, ok, elle existe. Est-elle indépendante de la structure morphosyntaxique? Pourrait-on rendre compte de tous ces faits en faisant référence à la morphosyntaxe? Vous avez sans doute déjà compris que la réponse est négative en regardant les exemples, mais voyons très clairement ce qu'en disait Rivière. Les groupes prosodiques constitués chevauchent les syntagmes successifs. Autrement dit, la structure prosodique ne fait absolument aucun cas de la structure morphosyntaxique. Et pour reprendre l'exact exemple que donne Rivière dans son article et voir un peu comment ça fonctionne, vous avez cette phrase « Mbwe arrive à window » avec au moins deux mots prosodiques, deux centres tonales suivis d'un enclitique. Enclitique ici, préposition vers window, marqueur de sujet, le sujet c'est Mbwe. Vous avez ici des mots prosodiques à ton bas qui ont au moins 4 morts chacun, donc
propagation du ton bas, nous avons nos deux pieds, notre colon, l'abaissement du registre, donc quelque chose comme ete pana window, avec cette intonation en escalier descendant. Et donc ceci, ce sont nos mots prosodiques. Voilà la structure prosodique, une partie de la structure prosodique de cet énoncé. Si on regarde la structure syntaxique, pas toute la structure syntaxique, mais juste quelques syntagmes qui sont, on va dire, non controversés. Le syntagme prépositionnel vers window et le syntagme sujet avec le marqueur de sujet et le sujet introduit par le marqueur. On se rend compte que les structures prosodiques, les frontières de structure prosodique ne se préoccupent pas des structures syntaxiques et inversement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot prosodique, ici, visiblement, n'a que faire de cette frontière verte, de cette frontière syntaxique. Donc il est insensible aux frontières syntaxiques, mais c'est vrai aussi du colon, qui est ici, et c'est vrai aussi du pied, qui est ici. Donc toute la structure prosodique, à partir du mot prosodique et jusqu'à la mort, qui elle n'est pas intéressante ici parce qu'elle n'est pas complexe, est absolument insensible à la structure morphosyntaxique en Paichi. Voilà, c'était ma conclusion. En guise de brève conclusion, je voudrais juste dire que la description de Rivière et l'analyse que fait Rivière du système tonal du Paichi, j'ai pu la confirmer avec mes propres données. Donc on a ici une réplique de son travail. Mon analyse, en fait, est une continuation logique de son analyse à lui, sauf sur certains points de détail. L'analyse du pied et du colon, qui n'est que l'aboutissement de sa description. La réanalyse du ton haut de jonction, parce que ces éléments-là ne se comportent pas comme des clitiques, à mon avis. J'ai aussi une analyse légèrement différente de certains types d'enclitiques dont il n'a pas été question, mais pour l'essentiel, mon analyse est une continuation, une confirmation de son analyse propre, ce qui montre que l'analyse qu'il en fait il y a 45 ans est toujours valide. Ces intuitions ont en fait anticipé d'importants développements en phonologie théorique. On a tous les arguments pour la structure, pour la hiérarchie prosodique, qui n'a été proposée qu'en 1984, c'est-à-dire 10 ans après son article, qui sont décrits entre les lignes dans son article de 1974. On a tous les arguments également pour montrer que cette structure prosodique abstraite existe et qu'elle est indépendante de la structure morphosyntaxique et qu'on ne peut pas la dériver de la structure morphosyntaxique. Et on a également la seule langue avec l'Ikito, qui est une langue amazonienne, qui sont, à mon avis, les deux seules langues dans lesquelles on a une preuve que le colon a une fonction à jouer et qui doit être inclus dans la structure prosodique. Voilà. Nombwe. Merci beaucoup, Florian. Nous avons quelques minutes pour des questions, si vous en avez. I just have one very quick question. That was a really elegant analysis. Thank you very much. Really enjoyed it. So you've shown that things like the foot and the colon and the prosodic word do not have to be aligned with the syntax. I guess my question is, do they ever, though? Because that would be kind of interesting in terms of how people process these things, wouldn't it? It's a question that I have, actually. They never seem to care, and when they do, it looks like it's accidental. You just have the right number of morae in the right environment. So if you have a 4 mora verb or noun that is not followed by enclitics, everything falls into place. But that's it. That's what you would need. What is interesting is that, as you can see in some of those examples, you really have something curious, which is this preposition really belongs here. I mean, it does. If you are going to pause in your sentence because you're thinking of what to say next, you're very likely to pause here rather than here. Although you might also pause after the preposition, who knows. And I've looked at some of the texts that Jean-Claude Rivière recorded, one text in particular that is on the Pangloss collection, and you do have regular pauses in the middle of prosodic constituents. And the tone that you find here is this one. I haven't found yet an example where you do have, what would be here? I don't have an example where you wouldn't have enough mora yet to have the lowering before the pause and see what would happen. I'm looking for such an example. I haven't found it yet, but I'm going through the recordings to see if I can find something. But what's interesting is that if the tone is high here, you make a pause here, even if it's 2 or 3 seconds long, you're going to start with a high tone here, or you're going to start with a low tone here. So you don't start with a default low tone, for example, or a default something. You remember that the tone that you're supposed to spread on this particle is a high tone or is a low tone. But you do find
weirdly enough, pauses in the middle of prosodic groupings where you should not expect pauses because pauses are supposed to be in between prosodic groupings. That's what prosodic groupings are supposed to be for. So there's probably something more to say about this, this stuff in PyT, precisely about the breaks. Rosie? Thank you. I'm thinking about the domain of downstep. I'm wondering if there are any structures in the language which would require an utterance final rise in intonation, like if that's used for question marking or anything like that. And then if so, do you have any examples where you might get that with the downstepping that would sort of tell you where you can start to get the, like how far the downstepping can go if the utterance also needs to rise at the end? I'm just wondering if that would also be further evidence for if you had that sort of data. Yes. So I'm still, so the fieldwork that I did was very, very limited. So I don't have a lot of controlled data, and a lot of the data that I depend on for some of those hypotheses are from texts that I'm still going through and transcribing with those marks and so on to make it easier to find the information. So I'm still looking for a lot of information of that kind. There is a rise in intonation at the end of utterances that are not finished. When you're not done yet, but you're thinking and you make a planned break, usually the intonation rises. If you were to the extent that I was able to see, this never cancels anything else. You just have if it's a low tone word or a low tone prosodic word, the last mora is going to be pronounced with a rise. That's it. But if you do it here, for example, you would basically go down here and then up only on the last mora. So you need to find something short enough to see the rise on, ideally on the mora that would be downstepped and see what happens. That's not impossible because some of the enclitics that I haven't shown here come with their own downstep. They're toneless but pre-downstepped. So if they get their tone from a low-toned tonal center, they will be low-toned and the downstep will be realized. And this downstep does not need to have 2, 3, 4 morae. It is realized if it's the first one in the utterance. So you might have something that is one mora and then a downstep. And if that's what you have, then if you pause on that particular mora, it would be interesting to see what happens. I don't have that example, but yeah, that's something to look for, indeed. Thanks. Alexandre? I was interested in this sentence, for instance. So you showed brilliantly that what appears as postclitics here, like the subject marker, or which is what is realized prosodically as a postclitic, is really syntactically looking to the right. So is it the case that these, for instance, that preposition, or should I call it a postposition, but it's a preposition, and a subject marker, are they always realized as enclitics, or do they alternate between an enclitic behavior in some cases like this and proclitic or something else? So they're always prosodically enclitic, and they always count for the mora count that you need for the application of the downstep. So you can see that they are always enclitics because they always do count for this mora count. They are, so the subject is always utterance final. So this particle doesn't appear close initially or utterance initially. But these can. They rarely do in the texts, but they can. In which case they are realized with a default low tone, which is also historically the unmarked tone in the language. A lot of this is similar, not exactly the same, it's similar to, as Jean-Claude Rivière showed in his 1978 paper, to prosodic facts of Hanatu, where you don't have tone, but you do have this downstep in similar conditions. You need a 4 morae and then you have the downstep. So it really looks like, and this is what Rivière said, PyT probably used to be a non-tonal language with an accent system that was very similar to the Hanatu system, and independently developed a high tone from aspirated consonants. And once this tonogenesis happened, accentual properties got reanalyzed as tonal properties, which gives the typological flavor of this tone system, which really is weird for tonologists. So historically, the tone that was innovated was the high tone. The low tone is the default low tone. I don't think it's possible to analyze this low tone as 0 and default realization because of some things where you need a low tone to be there. But that might explain why when you don't have this in an enclitic position and you need to give it a tone, the default is low and not high.
But that's what would happen if that were at the beginning of an utterance. It would be realized without a preceding tonal center. It would be realized with a low tone, the default low tone. What you just said, would it apply to the first morpheme here? So this is like so these occur very often at the beginning of utterances, these pronouns. When they occur in the middle of an utterance, they're enclitics. When they occur at the beginning, they're not enclitic because there's nothing before, but they have the default low tone, yes.